qu'il a menti pour protéger ce qu'il craignait le plus de perdre. Elle a cru à la vérité qu'il prétendait vivre. Une expérience est devenue un sentiment. Et quand le mensonge est tombé, une décision d'elle a tout changé. Avant de découvrir ce qu'elle a fait qui a choqué un millionnaire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager cette histoire d'amour. Le reflet dans le miroir semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Michel-Henri Château ajusta ses lunettes à monture épaisse et passa la main dans ses cheveux, délibérément ébouriffés. Les vêtements simples, jeans délavés et t-shirt basiques complétaient l'image d'un homme ordinaire, très éloigné de celle qui ornait habituellement les magazines économiques. Tandis qu'il s'installait dans le fauteuil roulant, il répéta mentalement l'histoire qu'il allait raconter. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait cela. En réalité, ce serait la 5e rencontre organisée via l'application de rencontres, où son profil ne montrait qu'un homme de 38 ans, employé administratif, handicapé physique suite à un accident. Aucune mention de Château Entreprise, du patrimoine milliardaire ou des dizaines d'entreprises qu'il dirigeait. « Monsieur, tout est prêt », annonça Roger, son chauffeur et garde du corps personnel depuis plus d'une décennie. « La voiture vous attend. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir que je reste à proximité cette fois-ci » Michel refusa d'un mouvement de tête. « Comme les autres fois, j'y vais seul. Je reviendrai dans quelques heures. » Le trajet jusqu'au café du centre-ville se fit en silence. Michel observait par la fenêtre la ville qu'il avait en partie contribué à construire grâce à ses investissements. Des immeubles de bureaux, des hôpitaux, des écoles, certaines de ces constructions portèrent le nom de la famille Château, d'autres restaient discrètement sous son contrôle, sans afficher la marque. « Laisse-moi un pâté de maison avant, » indiqua-t-il au chauffeur. « Je reviendrai au même endroit dans 2 heures. » Prenant le contrôle du fauteuil roulant, Michel se dirigea vers le café indiqué dans l'application. L'endroit était simple, accueillant avec des tables en bois et des plantes suspendues au plafond. Rien à voir avec les restaurants étoilés qu'il fréquentait lors des dîners d'affaires, et c'était exactement ce qui lui plaisait. En entrant, ses yeux parcoururent l'environnement, à la recherche d'une femme de 34 ans aux cheveux châtains, selon la description. Son regard s'arrêta sur une table au fond, où elle était assise, feuilletant un livre. Contrairement aux autres femmes qu'il avait rencontrées, celle-ci ne consultait pas obsessionnellement son téléphone, ni ne regardait vers la porte à chaque instant. Michel respira profondément et s'approcha, manœuvrant le fauteuil avec précision entre les tables. « Hélène » demanda-t-il en arrivant près d'elle. Elle leva les yeux de son livre et sourit, un sourire authentique, sans le choc ou l'inconfort mal dissimulé qu'il avait l'habitude de voir. « Michel, enchanté de faire votre connaissance. » Elle tendit la main pour une simple poignée de main, sans hésitation. « Avez-vous trouvé l'endroit facilement ?»« Oui, sans problème. En fait, je connais assez bien ce quartier de la ville. » Il positionna son fauteuil de l'autre côté de la table. « J'ai adoré votre suggestion de nous retrouver ici. Je travaille dans une école pas très loin et je viens souvent corriger des copies dans ce café. Leur thé à la menthe est merveilleux. » Quelque chose dans sa manière décontractée le déconcerta. Il n'y avait pas de question sur son état physique, ni ce ton condescendant qu'il détestait tant. Elle conversait simplement avec lui comme 2 personnes faisant connaissance, ce qui, en théorie, était exactement ce qui devait se passer. « Vous avez mentionné que vous êtes professeur, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, essayant de suivre le scénario qu'il avait préparé. « Oui, j'enseigne la littérature au collège dans une école municipale. Ce n'est pas le travail le mieux rémunéré du monde, mais chaque fois que je vois un élève découvrir le plaisir de la lecture. » Elle fit une pause, ses yeux brillants d'authenticité. « Je ne l'échangerai pour rien au monde. » Hélène parlait avec passion de son travail. Elle raconta les projets d'encouragement à la lecture qu'elle développait avec peu de ressources, les élèves difficiles qu'elle avait conquis grâce aux livres, les difficultés du réseau public d'enseignement. À aucun moment elle ne demanda sa profession, ou combien il gagnait, ou des détails sur l'accident qu'il avait laissé en fauteuil roulant. Quand la serveuse s'approcha, Hélène commanda son habituel thé à la menthe, tandis que Michel opta pour un café expresso. « Et ce livre ?» demanda-t-il, pointant vers le volume qu'elle avait posé sur la table. « Gabriel Garcia Marquez, L'amour au temps du choléra. Je le relis pour la 3e fois. » Elle rit, un son léger, authentique. Il y a des livres qu'on ne finit jamais de lire, n'est-ce pas? À chaque lecture, on découvre quelque chose de nouveau.
Michel sourit, surpris d'être réellement intéressé par la conversation. « Pour être honnête, je ne l'ai jamais lu. Je préfère les biographies et les livres d'histoire. » Dommage. Marquez a cette incroyable capacité à transformer le quotidien en quelque chose de magique. Elle fit une pause et ajouta « Mais les histoires réelles ont aussi leur charme. Quelle est la dernière biographie que vous avez lue ?» Il hésita. Il venait de terminer récemment la biographie d'un magnate de la technologie, mais cela ne correspondait pas au personnage qu'il interprétait. « Winston Churchill », improvisa-t-il, se souvenant d'un livre qu'il avait lu des années auparavant. La conversation dériva naturellement vers la littérature, l'histoire, le cinéma. Hélène n'avait pas la prétention de l'impressionner. Elle parlait avec simplicité et intelligence de divers sujets, écoutant avec une attention sincère quand il s'exprimait. Michel réalisa que, peu à peu, sa posture défensive se dissipait. « Et votre famille ?» demanda-t-il, suivant le scénario mental qu'il avait préparé pour toutes les rencontres précédentes. Le sourire d'Hélène diminua légèrement. « Il n'y a plus que ma mère et moi maintenant. Mon père nous a quittés quand j'avais 12 ans. Il est simplement sorti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu. » Elle fit une pause, sirotant son thé. « Ma mère a travaillé à 2 emplois, pour m'élever et payer mes études. Aujourd'hui, elle souffre de la maladie d'Alzheimer au stade initial. Je vis avec elle et je m'occupe d'elle. » Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi dans sa voix, juste une sereine acceptation des circonstances. Michel ressentit une pointe de culpabilité pour la farce qu'il jouait. « Ça doit être difficile », commenta-t-il, sincèrement ému. « Il y a des jours plus compliqués que d'autres. Elle a toujours été mon port d'attache, vous savez. Maintenant, c'est à mon tour d'être le sien. » Hélène écarta une mèche de cheveux de son visage. « Et vous, vous avez de la famille en ville ?» La question le prit au dépourvu. Lors des autres rencontres, les femmes étaient si occupées à parler d'elles-mêmes ou à feindre de l'intérêt pour son prétendu handicap qu'elles posaient rarement des questions personnelles sincères. « Mes parents sont décédés il y a quelques années. J'ai une sœur, mais elle vit à l'étranger, » répondit-il, restant aussi proche que possible de la vérité. Sa sœur Lucie vivait effectivement à Londres, gérant la filiale européenne des affaires familiales. « Je suis désolé pour vos parents, » dit Hélène avec sincérité dans les yeux. « Ça doit être solitaire parfois. » L'observation le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'était exactement ainsi qu'il se sentait, profondément seul, même entouré de gens tout le temps, assistants, entrepreneurs, flatteurs, prétendantes intéressées par sa fortune. Le temps passa rapidement. Quand Michel consulta discrètement sa montre, il réalisa que presque 2 heures s'étaient écoulées. Il devait terminer la rencontre avant que Roger n'apparaisse à sa recherche. « Je dois partir, » dit-il, se sentant étrangement réticent. « J'ai un rendez-vous bientôt. » « Bien sûr, » Hélène sourit, fermant son livre. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Michel. »« Le plaisir était le mien, » répondit-il automatiquement, mais il réalisa que pour la première fois il le pensait vraiment. Alors qu'il était sur le point de s'éloigner, Hélène le surprit. « Mes élèves préparent une présentation de poésie pour la semaine prochaine. Ce n'est rien de grandiose, juste un petit projet que nous avons développé. Mais si ça vous intéresse, vous seriez le bienvenu. Les enfants seraient heureux d'avoir un public. » Michel hésita. Ce n'était pas prévu. Ses rencontres précédentes suivaient toujours le même schéma. Un café, une conversation sans intérêt, et la confirmation de sa théorie selon laquelle personne ne l'accepterait tel qu'il était, sans son argent et son pouvoir. « Bien sûr, » répondit-il, se surprenant. Lui-même. « Pourriez-vous me donner l'adresse et l'heure ?» En prenant congé, Michel ressentit quelque chose de différent. Lors des rencontres précédentes, il partait avec un mélange de déception et de confirmation amère de ses attentes. Cette fois, il y avait une sensation de légèreté, presque d'espoir. Tandis qu'il attendait Roger au coin convenu, son téléphone vibra. Message de travail, problème dans l'une des entreprises qui exigeait son attention immédiate. Réunion reportée. La réalité le rappelait. Le chauffeur arriva ponctuellement, ouvrant la porte arrière. Michel laissa le fauteuil roulant à l'extérieur pour que Roger le range dans le coffre et entra dans la voiture avec agilité, sans aucune difficulté. « Comment était-ce, monsieur ?» demanda Roger, tout en conduisant vers le manoir en périphérie de la ville. Michel observa le paysage urbain par la fenêtre, pensif. « Différent, » répondit-il simplement. Cette nuit-là,
Dans son bureau du manoir Château, Michel révisait des rapports financiers quand il se surprit à penser à Hélène, à sa simplicité authentique, à la façon dont elle parlait de sa mère, de ses élèves, des livres. Aucune ostentation, aucune tentative d'impressionner. Son téléphone personnel sonna, pas le numéro qu'il utilisait pour les rencontres, mais son vrai téléphone, connu seulement des membres de sa famille et des cadres supérieurs. « Michel Château », répondit-il, reprenant automatiquement le ton autoritaire qu'il utilisait dans les « affaires ». « Michel, c'est Maurice de l'Incorporadora Littoral. Nous devons finaliser ce terrain à Paraty d'ici demain, sinon nous le perdons face aux Chinois. J'ai déjà autorisé le paiement. Paul du service juridique a la documentation prête. S'il y a le moindre problème, prévenez-moi immédiatement. » La conversation fut brève et objective, comme l'étaient habituellement ses interactions improfessionnelles. En raccrochant, Michel contempla la photographie encadrée sur son bureau, lui aux côtés de son père, tous deux en tenue formelle, lors de l'inauguration du siège de Château Entreprise. Charles-Édouard Château avait construit un empire à partir de rien, partant d'une petite entreprise de construction jusqu'à former l'un des plus grands conglomérats du pays. Michel avait grandi à l'ombre de cet homme imposant, apprenant dès son plus jeune âge que le pouvoir et l'argent étaient les véritables mesures de la valeur. « Ne fais jamais confiance à ceux qui s'approchent de toi, fils », son père avait l'habitude de dire. « Ils ne te veulent pas, ils veulent ce que tu as. » Michel avait cru ces paroles toute sa vie. Les relations manquées semblaient toujours confirmer la théorie, jusqu'à l'accident, 3 ans auparavant, lorsque l'hélicoptère dans lequel il voyageait avait dû effectuer un atterrissage d'urgence. Il en était sorti indemne, mais sa petite amie de l'époque, Véronique, en apprenant l'accident et croyant qu'il aurait pu devenir paraplégique, avait simplement disparu. Lorsqu'il s'était complètement rétabli, elle était revenue avec 1000 excuses, mais le message était clair. C'est alors qu'était née l'idée des rendez-vous en fauteuil roulant. Une façon de tester si quelqu'un pouvait s'intéresser à lui sans son argent, sans son pouvoir, avec une apparente limitation physique. Les 4 rencontres précédentes s'étaient terminées exactement comme il s'y attendait, avec un désintérêt mal dissimulé, de la gêne, ou pire, avec ce ton condescendant qu'on utilise avec un enfant ou un incapable. Hélène avait été différente. Aucun préjugé, aucune curiosité morbide, aucun signe que son prétendu handicap la dérangeait. Juste 2 adultes conversant, apprenant à se connaître, partageant des idées. Michel rangea les rapports financiers et ouvrit son ordinateur portable. Il tapa son nom complet dans le moteur de recherche, Hélène Forestier. Il trouva son modeste profil professionnel, quelques articles sur des projets éducatifs qu'elle avait développés, des photos de remises de prix scolaires. Rien d'extraordinaire pour le monde des affaires, mais impressionnant dans son propre contexte. À côté de l'ordinateur portable, l'invitation pour la présentation de poésie de ses élèves. Un événement simple dans une école municipale de banlieue, totalement en dehors de son univers habituel. Michel hésita, pensant à l'agenda chargé, aux réunions importantes, aux millions impliqués dans ses décisions quotidiennes. Puis, se surprenant lui-même, il prit le téléphone et appela sa secrétaire. « Claudia, j'ai besoin que vous annuliez mes rendez-vous de jeudi après-midi prochain. » Pendant un moment, il envisagea de dire la vérité à Hélène avant la présentation, d'expliquer qui il était réellement, de s'excuser pour le mensonge, d'essayer de recommencer avec honnêteté. Mais la peur le paralysa. Et si elle était comme tous les autres? Et si, en découvrant sa fortune, elle changeait complètement? Pire encore, et si elle le méprisait pour cette farce, pour cette manipulation? « Juste une rencontre de plus », murmura-t-il pour lui-même. « J'ai juste besoin d'être sûr. » Ce que Michel ne savait pas, c'est que cette décision changerait sa vie de façon que ni son argent, ni son pouvoir ne pourraient l'en prévoir. Le masque qu'il avait créé pour se protéger commençait lentement à étouffer l'homme qui se cachait derrière. Et Hélène, sans le savoir, tenait la clé pour le libérer, ou pour l'enfermer définitivement dans son propre mensonge. Le bâtiment de l'école municipale Jean-Paul Sartre contrastait radicalement avec les environnements que Michel fréquentait. Murs écaillés, quelques graffitis mal effacés, une cour simple avec des arbres tentant de survivre au milieu du béton. Malgré tout, il y avait quelque chose d'accueillant dans l'endroit.
peut-être les dessins colorés aux fenêtres ou le son des rires d'enfants résonnant dans les couloirs. Michel manœuvra le fauteuil roulant avec précaution sur la rampe d'accès improvisé. Il avait congédié Roger prenant un simple taxi jusqu'à l'endroit. Il portait des vêtements discrets, pantalon en sergé, chemise boutonnée simple, les mêmes lunettes à monture épaisse qu'il utilisait lors de ses rendez-vous avec Hélène. À l'entrée de l'école, une dame d'environ 60 ans organisait la file d'enfants agités. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda-t-elle, regardant Michel avec curiosité. « Je suis venu pour la présentation de poésie de la professeure Hélène, » répondit-il, se sentant étrangement nerveux comme un adolescent. Le visage de la femme s'illumina. « Ah, vous devez être Michel. Hélène a mentionné qu'un ami viendrait. Je suis Marguerite, directrice de l'école. La présentation aura lieu dans l'auditorium. Si l'on peut appeler ainsi cette salle polyvalente. » Elle rit sans gêne. « Venez, je vais vous y conduire. » Tandis qu'il parcourait les couloirs, Michel observait attentivement les détails. Salle de classe avec des pupitres usés, ventilateurs anciens au plafond, tableaux noirs traditionnels, au lieu des tableaux numériques que sa fondation avait installés dans des écoles privées de la région. Pourtant, il y avait une atmosphère de dévouement partout. Des panneaux d'affichage de travaux d'élèves soigneusement montés, des banderoles célébrant de petites réussites scolaires, des phrases inspirantes peintes sur les murs. « Hélène fait des miracles avec le peu que nous avons, » commenta Marguerite, comme si elle lisait dans ses pensées. « Vous croyez qu'elle achète des livres avec son propre salaire pour les prêter aux élèves? Nous avons une bibliothèque minuscule, mais grâce à elle, nos enfants lisent plus que dans beaucoup d'écoles d'élite. » Michel ressentit une pointe au cœur. Sa fondation donnait des millions chaque année pour des causes éducatives, mais toujours pour de grands projets, pour des institutions qui pouvaient afficher le logo château lors d'événements glamour. Il n'avait jamais pensé aux petites écoles comme celle-ci, où des professeurs comme Hélène luttaient quotidiennement avec des ressources minimales. L'auditorium était une grande salle avec des chaises en plastique organisées en rangées. Au fond, une petite scène improvisée avec des rideaux rouges décolorés. Des enfants entre 10 et 12 ans couraient d'un côté à l'autre, certains tenant des feuilles de papier, d'autres aidant à placer des affiches sur les murs. Et puis, il la vit. Hélène était au centre, coordonnant le chaos avec un calme admirable. Elle portait une simple robe à fleurs et avait les cheveux attachés en un chignon sans prétention. Elle ne portait pas de maquillage élaboré ni de bijoux coûteux. Elle était si différente des femmes qui circulaient dans son milieu social. Quand leurs regards se croisèrent, elle sourit, ce même sourire authentique qui l'avait désarmée au café. Elle laissa le groupe d'enfants un moment et vint à sa rencontre. « Michel, quel plaisir que vous soyez venu, » dit-elle, avec une joie sincère. « J'espère que vous ne le regretterez pas. Ce n'est rien de sophistiqué, mais les enfants sont très enthousiastes. »« Je suis sûr que ce sera excellent, » répondit-il, surpris par sa propre sincérité. « J'ai réussi à vous garder une place au premier rang. » Elle indiqua une chaise vide. « Comme ça, vous serez plus à l'aise et pourrez mieux voir. » Le geste le toucha. Ce n'était pas de la condescendance, c'était simplement de la considération. Michel positionna le fauteuil roulant à l'endroit indiqué, tandis qu'Hélène retournait organiser ses élèves. Peu à peu, l'auditorium se remplit. Parents, grands-parents, frères et sœurs plus jeunes, une communauté entière réunie pour honorer les enfants. Michel se sentit déplacé, comme un intrus observant un monde auquel il n'appartenait pas. Mais il ressentit également une curieuse sensation d'appartenance, quelque chose qu'il éprouvait rarement lors des événements sociaux remplis de personnes de son propre cercle. Les lumières baissèrent, et la directrice Marguerite monta sur la petite scène pour commencer la présentation. Elle parla avec simplicité de l'importance de la lecture, loua le travail d'Hélène et présenta le projet de poésie qu'ils avaient développé au cours du semestre. Chaque enfant a choisi un sentiment et écrit sa propre interprétation poétique, expliqua Marguerite. Vous verrez que, même jeunes, nos élèves ont beaucoup à dire sur le monde. Les présentations commencèrent. Un par un, les enfants montèrent sur scène, certains confiants, d'autres visiblement nerveux. Ils récitaient leurs poèmes sur l'amour, la tristesse, l'espoir, la peur, des sentiments universels filtrés à travers leurs expériences de vie encore courtes, mais déjà marquées par des défis que beaucoup d'adultes privilégiés n'affronteraient jamais. Michel se retrouva sincèrement ému. Un garçon frêle parla du courage de son père,
qui se levait à 4 heures du matin pour travailler dans la construction. Une fille aux tresses colorées récita un poème sur sa grand-mère qui élevait seule 5 petits-enfants. Un autre, garçon aux yeux tristes mais à la voix ferme, parla de l'absence. Un père qu'il n'avait jamais connu, un vide qu'aucun mot ne pourrait combler. Pendant tout ce temps, Hélène restait à côté de la scène, encourageant du regard, murmurant des mots d'encouragement, applaudissant avec enthousiasme. Michel l'observait autant que les enfants, fasciné par le dévouement sincère, par la connexion réelle qu'elle établissait avec chaque élève. Dernière présentation fut celle d'une fille d'environ 11 ans, cheveux bouclés et sourire timide. Son thème était la vérité. La vérité est comme l'eau, commença-t-elle, d'une voix tremblante qui gagnait en assurance, limpide quand rien ne la contamine. Elle s'écoule entre les doigts quand on essaie de la retenir. Elle désaltère celui qui a sincèrement soif. Elle noie celui qui tente de la tromper. Michel eut l'impression que chaque mot lui était adressé, comme si l'enfant pouvait voir à travers sa mascarade. La culpabilité qu'il tentait d'ignorer s'amplifia. La fin, tous les élèves montèrent sur scène pour un remerciement collectif. L'auditorium explosa en applaudissements. Des parents fiers prenaient des photos avec de simples téléphones portables. Des grands-parents essuyaient des larmes discrètes. Des frères et sœurs plus jeunes couraient dans l'allée centrale. Hélène descendit de la scène et s'approcha de Michel. « Alors, qu'en avez-vous pensé » demanda-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. « Incroyable » répondit-il sincèrement. « Vos enfants sont talentueux. » Ils le sont, n'est-ce pas? Et ce que vous avez vu ici n'est qu'une fraction de ce qu'ils pourraient faire s'ils avaient plus d'opportunités, plus de ressources. La conversation fut interrompue par une dame aux cheveux gris qui s'approcha, s'appuyant sur une canne. Elle avait le visage marqué par le temps, mais les yeux incroyablement semblables à ceux d'Hélène. « Maman, quel plaisir que tu aies pu venir. » Hélène l'embrassa avec affection. « Voici Michel, un ami que j'ai rencontré récemment. » La dame regarda Michel avec une curiosité tranquille. Elle tendit la main pour une poignée de main. « Enchanté de vous connaître, jeune homme. Je suis douce. » Michel serra sa main délicatement. « Le plaisir est le mien, madame. Votre fille est une professeure incroyable, » ajouta-t-il, ressentant le besoin de dire quelque chose de vrai au milieu de tant de mensonges. Les yeux de Douce s'illuminèrent. Elle a toujours été spéciale. Depuis toute petite, elle disait qu'elle voulait enseigner. Elle aurait pu choisir des professions plus lucratives. Elle a l'intelligence pour cela, mais elle a insisté pour suivre son cœur. Elle fit une pause comme si elle essayait d'organiser ses pensées. « Excusez-moi, parfois je me perds dans ce que je dis. » Hélène toucha le bras de sa mère avec gentillesse. « Ce n'est rien, maman. Allons trouver la directrice Marguerite. Elle voulait te parler. » Avant de s'éloigner, Hélène se tourna vers Michel. « Pouvons-nous discuter davantage après que j'aurai tout organisé? Cela prendra environ une demi-heure. »« Bien sûr, sans problème. Je peux attendre, » répondit-il, plus désireux de continuer la conversation qu'il ne voulait l'admettre. Tandis qu'Hélène s'éloignait avec sa mère, Michel observa l'environnement autour de lui. Les parents se réunissaient en petits groupes, conversant avec animation. Les enfants couraient dans l'espace, libérés de la tension de la présentation. C'était un monde si éloigné du sien, sans prétention, sans jeu de pouvoir, sans le besoin constant d'impressionner. L'un des enfants qui s'était présenté, le garçon qui avait récité le poème sur l'absence, s'approcha timidement du fauteuil roulant. « Bonjour, monsieur. Vous êtes ami avec Madame Hélène ?» Michel sourit. « Oui, je suis son ami. Elle est la meilleure professeure du monde, » affirma le garçon avec la conviction absolue que seuls les enfants possèdent. « Elle m'a appris que je peux être ce que je veux, même en habitant ici. » Quelque chose dans la simplicité de cette affirmation toucha Michel profondément. Il se souvint de son propre père, de la façon dont Charles-Édouard disait toujours que le monde appartenait aux forts, aux intelligents, à ceux qui savaient jouer le jeu du pouvoir. Il n'avait jamais parlé de rêve, de possibilités au-delà de l'argent et de l'influence. « Ton poème était très beau, » commenta Michel. « Tu écris depuis longtemps. » Le garçon secoua la tête. « Je n'avais jamais rien écrit jusqu'à ce que Madame Hélène me dise que j'avais un talent avec les mots. Maintenant, je veux être écrivain. » Il hésita un moment. « Vous pensez que je peux y arriver ?» La question, si simple et en même temps si profonde, prit Michel au dépourvu. Dans son monde,
Les opportunités s'achetaient, se négociaient, se conquéraient par des connexions et de l'influence. Ici, un garçon de banlieue rêvait de quelque chose qui semblait impossible, étant donné les circonstances, mais croyait que c'était possible parce qu'une professeure avait planté cette graine d'espoir. « J'en suis certain, » répondit-il finalement. « Si tu continues à écrire et à y croire, tu peux certainement devenir écrivain. » Le visage du garçon s'illumina. « Je vais montrer à ma grand-mère que quelqu'un d'autre que Madame Hélène croit en moi. » Et il partit en courant, laissant Michel avec un nœud dans la gorge. Une demi-heure plus tard, comme promis, Hélène revint. La plupart des familles étaient déjà parties et l'auditorium était presque vide. Désolée pour l'attente, elle sourit, s'asseyant sur une chaise à côté de lui. « Il y a toujours quelques détails de dernière minute à régler et ma mère devient parfois un peu confuse dans les environnements animés. » Pas de problème. C'était une présentation merveilleuse. Vous devriez être fiers. « Je le suis, » répondit-elle, les yeux brillants. Beaucoup de ces enfants n'avaient jamais parlé en public auparavant. Certains savaient à peine lire en début d'année. Les voir aujourd'hui, récitant leur propre création. Elle secoua la tête, comme si les mots ne suffisaient pas, à exprimer le sentiment. Michel l'observa attentivement. Il y avait une passion authentique chez Hélène, quelque chose de rare dans son propre cercle social, où tout semblait calculé, mesuré, stratégique. « Votre mère semble être une dame merveilleuse, » commenta-t-il. « Elle l'est. Elle a été mon port d'attache toute ma vie. Maintenant, » Hélène hésita. « Maintenant, les rôles s'inversent. L'Alzheimer progresse lentement, mais il y a des jours où elle ne sait pas qui je suis ou où elle se trouve. C'est comme si je la perdais au ralenti. » La vulnérabilité avec laquelle Hélène partageait sa réalité le toucha. Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi dans sa voix, juste l'acceptation sereine d'un défi douloureux. Ça doit être difficile de concilier le travail avec les soins pour elle, commenta Michel, sincèrement intéressé. C'est compliqué parfois. J'ai une voisine qui reste avec elle pendant les heures de cours, mais le reste du temps, c'est moi. Les médicaments sont chers, les consultations avec des spécialistes encore plus. Elle s'arrêta, comme si elle réalisait qu'elle en disait trop. Désolé, je ne veux pas avoir l'air de me plaindre. Des milliers de familles traversent des situations bien pires. Michel ressentit une pointe de culpabilité encore plus grande. Sur son bureau, à ce moment précis, il y avait probablement des documents attendant sa signature pour l'acquisition d'une entreprise multimillionnaire. La valeur d'une seule de ces transactions pourrait complètement changer la vie d'Hélène et de sa mère. « Vous n'avez pas à vous excuser. J'admire votre force, » dit-il sincèrement. Hélène sourit, changeant de sujet. « Et vous? Qu'avez-vous pensé des poèmes des enfants? Un favori? »« Celui de la petite fille sur la vérité m'a beaucoup impressionné, » répondit-il, ressentant l'ironie amère de ses propres paroles. « C'est aussi l'un de mes préférés. Yasmine a un talent naturel avec les mots. Malheureusement, sa famille envisage de la changer d'école parce qu'ils ont obtenu une bourse partielle dans une école privée. D'un côté, je suis heureuse pour les opportunités qu'elle aura, de l'autre, Hélène soupira. Elle me manquera. Et je soupçonne qu'elle aussi regrettera cet endroit. Les institutions privées sont généralement excellentes en contenu, mais elles ne développent pas toujours la créativité et l'expression individuelle comme nous le faisons. Je comprends, répondit Michel, pensant aux écoles d'élite qu'il avait fréquentées, où l'excellence académique était valorisée par-dessus tout, mais l'expression artistique rarement encouragée. Ils parlèrent encore un moment, d'éducation, de littérature, de petits détails du quotidien. Michel fut surpris par la facilité de la conversation, par le confort qu'il ressentait à ses côtés. Quelque chose de rare dans sa vie marquée par des relations superficielles et intéressées. Quand la nuit commença à tomber, Hélène regarda sa montre. « Je dois ramener ma mère à la maison, le taxi doit déjà attendre. Je pourrais… » Michel commença presque en offrant son chauffeur personnel avant de se rappeler son personnage. « Je pourrais appeler un taxi pour vous si vous voulez. »« Merci, mais tout est déjà arrangé. C'était un plaisir de vous avoir ici aujourd'hui, Michel. Cela signifiait beaucoup pour les enfants d'avoir un public attentif. » Il voulait dire que le plaisir avait été tout pour lui, que cet après-midi simple avait été plus significatif que nombre des événements sophistiqués qu'il fréquentait, mais il se contenta de sourire. « Pouvons-nous nous revoir » demanda-t-il.
se surprenant lui-même par l'anxiété dans sa voix. Hélène sembla réfléchir un moment. « Bien sûr. Que diriez-vous d'un déjeuner dimanche? Je connais un restaurant simple près du parc municipal. La nourriture est bonne et le prix est raisonnable. Ce serait parfait, répondit-il, sincèrement enthousiaste à cette perspective. Ils échangèrent leur numéro de téléphone, le numéro que Michel utilisait exclusivement pour ses rencontres déguisées, et se dirent au revoir avec une étreinte rapide et maladroite. En la regardant s'éloigner avec sa mère, Michel ressentit un conflit croissant en lui. D'un côté, il voulait continuer à connaître Hélène, explorer cette connexion authentique qui semblait se former. De l'autre, chaque moment à ses côtés augmentait le poids du mensonge qu'il avait créé. À un moment donné, il devrait révéler la vérité, et alors, il perdrait probablement toute chance d'une relation réelle. Sur le trottoir, loin des regards, de l'école, il appela Roger. « Vous pouvez venir me chercher. Je suis au coin de l'école municipale Jean-Paul Sartre. » En attendant, il réfléchit à ce qu'il avait vécu cet après-midi. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vu pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. L'ironie était qu'Hélène ne voyait que le personnage qu'il avait créé. Un homme simple, avec des limitations physiques, sans fortune ni pouvoir. Ou peut-être voyait-elle au-delà. Peut-être que, d'une certaine façon, elle voyait l'homme derrière le masque, l'homme que même lui ne savait plus qui il était. La voiture de luxe tourna au coin de la rue, s'arrêtant doucement à côté de lui. Michel se leva du fauteuil, roulant et entra rapidement, tandis que Roger rangeait l'équipement dans le coffre. « Directement à la maison, monsieur » demanda le chauffeur. Michel regarda une dernière fois l'école qui s'éloignait maintenant. « Oui, à la maison, mais d'abord j'ai besoin que vous notiez une adresse. Je veux qu'un colis soit livré ici demain. » Tandis que la voiture glissait, dans les rues de la ville, Michel planifiait déjà ce qu'il ferait. Un don anonyme pour l'école, de nouveaux ordinateurs, des livres, du matériel didactique. Une petite fraction de sa fortune qui pourrait faire une réelle différence dans ses vies. Mais était-ce juste un autre type de mensonge, une autre forme de manipulation, ou était-ce la seule façon qu'il connaissait d'exprimer ce qu'il commençait à ressentir? Un sentiment qu'il ne savait pas nommer, mais qui le faisait vouloir être meilleur que ce qu'il était. Le restaurant choisi par Hélène était exactement comme Michel l'imaginait, simple, accueillant, avec des tables en bois et des nappes à carreaux. Rien à voir avec les établissements étoilés qu'il fréquentait pour des dîners d'affaires. L'odeur de cuisine maison remplissait l'atmosphère et une petite file se formait à l'entrée. Michel arriva quelques minutes avant l'heure convenue, à nouveau dans le fauteuil roulant, Roger le déposant à quelques pâtés de maison de distance. Toute la semaine, il n'avait pu s'empêcher de penser à Hélène. La rencontre à l'école l'avait touché plus qu'il ne voulait l'admettre. En attendant sur le trottoir, il pensa au cadeau anonyme qu'il avait envoyé à l'école municipale Jean-Paul Sartre. Un don substantiel qui permettrait l'achat de nouveaux ordinateurs, de livres et la rénovation du petit auditorium. Tout fait par l'intermédiaire d'une des petites fondations de Château Entreprise, sans aucune mention de son nom. Michel. La voix d'Hélène interrompit ses pensées. Elle s'approchait avec un sourire sincère, vêtue d'un jean, d'un simple chemisier et d'une veste légère. Pas de maquillage élaboré ou d'accessoires coûteux, juste sa beauté naturelle, sans artifice. « Bonjour Hélène » répondit-il, se sentant étrangement nerveux. « J'espère ne pas être arrivé trop tôt. »« En fait, vous êtes arrivé au moment parfait. Cet endroit se remplit généralement le dimanche. Entrons ?» L'intérieur. Du restaurant était encore plus accueillant. Des familles entières occupèrent les grandes tables, des couples de personnes âgées conversaient calmement dans les coins, et le brouhaha des conversations créait une atmosphère vivante, mais pas dérangeante. Une serveuse d'âge moyen les conduisit à une table adaptée près de la fenêtre, clairement réservée à l'avance par Hélène, pensant au fauteuil roulant. Ce geste d'attention le toucha profondément. « C'est l'un de mes endroits préférés en ville », commenta Hélène, en examinant le menu écrit à la main. « Bonne nourriture, prix juste, et le propriétaire connaît chaque client par son nom. » Comme, pour confirmer ces paroles, un monsieur d'environ 60 ans s'approcha de la table, avec un sourire chaleureux sur son visage marqué par le temps. « Hélène, ma chérie, combien de temps ?»
Il l'embrassa affectueusement. « Et qui est votre ami ?»« Monsieur François, voici Michel. Michel, voici François, le propriétaire et meilleur cuisinier de la ville. » L'homme tendit la main à Michel, sans aucune trace d'étrangeté pour le fauteuil roulant. « Ravi de vous rencontrer, jeune homme. Tout ami de notre Hélène est le bienvenu ici. »« Le plaisir est le mien, » répondit Michel sincèrement. « Je vais préparer quelque chose de spécial pour vous aujourd'hui. Vous me faites confiance ?» Hélène rit doucement. « Toujours, monsieur François. Vous ne nous avez jamais déçus. » Quand le propriétaire s'éloigna, Hélène expliqua. « Il était ami avec mes parents. Quand j'étais enfant, nous venions ici les dimanches. Après que mon père soit parti, monsieur François a toujours réservé une table pour ma mère et moi, même les jours les plus chargés. » Michel observa la familiarité avec laquelle Hélène traitait les personnes autour d'elle. La serveuse, le propriétaire, même une famille avec des enfants à la table voisine qu'elle salua brièvement. C'était comme si elle appartenait véritablement à cet endroit, à cette communauté. « On dirait que vous connaissez tout le monde, » commenta-t-il. Hélène sourit. « J'ai grandi dans ce quartier. J'habite encore à quelques pâtés de maison, d'ici, dans la maison où j'ai été élevé. Ce sont mes voisins, mes amis, les familles de mes élèves. » Elle fit une pause, le regardant directement. « Et vous, où avez-vous grandi ?» La question, apparemment simple, fit hésiter Michel. Il était si habitué à mentir lors de ces rencontres que pendant un moment, il ne sut quoi répondre. Il opta pour rester aussi proche que possible de la vérité, ne modifiant que les détails qui l'identifieraient. « Je suis né en province, mais ma famille a déménagé à la capitale quand j'avais 10 ans. Mon père travaillait beaucoup, il était rarement à la maison. Ma mère essayait de compenser son absence. » Il fit une pause, surpris par sa propre sincérité. Nous n'avions pas beaucoup de contact avec les voisins ou la communauté. C'était une vie plus isolée. Hélène l'observait attentivement, comme si elle pouvait voir au-delà des mots. Parfois, les familles plus aisées perdent cette connexion communautaire. Elles gagnent en confort matériel, mais perdent en chaleur humaine. Michel ressentit un léger malaise, comme si elle pouvait lire dans ses pensées. « Qu'est-ce qui vous fait penser que ma famille était aisée ?» Hélène sourit, sans malice. « Votre posture, votre vocabulaire, la façon dont vous observez cet endroit, avec curiosité, comme quelqu'un qui visite un monde différent. Ce n'est pas une critique, juste une observation. » Avant que Michel ne puisse élaborer une réponse, la serveuse arriva avec 2 assiettes fumantes, un ragoût aromatique avec des légumes de saison et de la viande tendre. « Recette spéciale de monsieur François », annonça la femme. « Bon appétit !» La nourriture était délicieuse, simple, réconfortante, pleine de saveurs. Michel ne put s'empêcher de comparer avec les repas élaborés qu'il avait habituellement dans des restaurants primés, accompagnés d'exécutifs ou de femmes éblouissantes qui feignaient de l'intérêt pour ses opinions. Ici, tout était authentique. La saveur de la nourriture, l'ambiance décontractée, la compagnie d'Hélène. La conversation dériva naturellement vers divers sujets. Hélène parla de ses élèves, des défis d'enseigner dans une école avec peu de ressources, des petites triomphes qui la maintenaient motivée. Michel partagea des histoires de son enfance, soigneusement éditées pour cacher sa véritable identité, mais gardant le maximum de vérité émotionnelle. « Et votre mère ?» demanda-t-il, sincèrement intéressé. « Comment va-t-elle » Le visage d'Hélène s'adoucit. « Il y a des bons et des mauvais jours. Hier était un bon jour, elle m'a reconnu toute la journée. Nous avons préparé ensemble une recette qu'elle adorait faire quand j'étais petite. Ce matin, elle fit une pause, respirant profondément. Ce matin, elle s'est réveillée en m'appelant Victoire, qui était le nom de ma grand-mère. Mais elle est tranquille, ma voisine, Madame Céline, est avec elle. Ça doit être difficile, commenta Michel, sentant la fragilité de cette situation. C'est comme un adieu au ralenti, répondit Hélène avec une résignation sereine. Chaque souvenir qu'elle perd est comme un petit au revoir, mais nous avons encore des moments de lucidité, de connexion véritable, et j'en suis reconnaissante. Michel pensa à sa propre mère décédée il y a 7 ans. Un cancer agressif l'avait emporté en seulement 6 mois. À l'époque, il était si occupé à développer les affaires familiales qu'il avait à peine pu être présent pendant ces derniers jours. C'était l'un de ses plus grands regrets. « Profitez de chaque moment », dit-il doucement. « Parfois, nous sommes tellement occupés par le travail, par les ambitions, que nous oublions ce qui compte vraiment,
Hélène l'étudia d'un regard pénétrant, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose dans ses paroles. « On dirait que vous parlez par expérience. » Michel détourna le regard, se sentant exposé. « Peut-être. Nous commettons tous des erreurs. » La conversation prit un ton plus léger lorsque le propriétaire apporta personnellement le dessert, un flan maison avec du caramel. Hélène raconta des histoires amusantes sur ses premiers jours en tant que professeur, et Michel partagea des anecdotes sur son travail administratif, toutes fabriquées mais basées sur des situations réelles de son quotidien d'entreprise. Quand ils eurent terminé, Michel insista pour payer l'addition, malgré les protestations d'Hélène. « S'il vous plaît, laissez-moi vous rendre l'appareil pour l'après-midi merveilleux à l'école, » argumenta-t-il. Elle accepta à contre-cœur. « D'accord, mais la prochaine fois c'est pour moi. » Les 476 mots la prochaine fois firent inexplicablement accélérer le cœur de Michel. Il y avait quelque chose chez cette femme simple et authentique qui l'attirait d'une façon qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. En sortant du restaurant, le ciel était clair et le climat agréable, parfait pour une promenade dans le parc voisin. Hélène suggéra qu'il profite de la journée, et Michel accepta rapidement, sachant qu'il devrait maintenir la farce du fauteuil roulant plus longtemps. Le parc municipal était rempli de familles profitant du dimanche. Des enfants couraient sur la pelouse, des couples de personnes âgées marchaient main dans la main, des jeunes pratiquaient des sports. C'était un portrait de la vie simple que Michel observait toujours à distance, depuis l'intérieur de voitures blindées ou du haut de luxueux penthouses. « J'aime venir ici pour corriger des copies parfois, » commenta Hélène, tandis qu'il suivait une allée bordée d'arbres. « Il y a quelque chose dans l'énergie de cet endroit qui m'aide à mieux réfléchir. » Michel l'observait avec une admiration croissante. Il y avait une sérénité chez Hélène, une acceptation tranquille de la vie telle qu'elle est, sans la recherche constante de plus qui caractérisait son propre monde. « Il s'est passé quelque chose d'incroyable à l'école cette semaine, » commenta-t-elle, tandis qu'il s'arrêtait à l'ombre d'un grand arbre. « Nous avons reçu un don anonyme, de nouveaux ordinateurs, des livres, même de l'argent pour rénover l'auditorium. Personne ne sait qui est le bienfaiteur. » Michel sentit son visage chauffer, mais maintint une expression neutre. « C'est merveilleux. Peut-être quelqu'un qui a visité l'école et vu le potentiel des enfants. » Hélène sourit. « Peut-être. La directrice Marguerite essaie de découvrir qui c'était pour le remercier convenablement, mais jusqu'à présent rien. C'était par l'intermédiaire d'une fondation avec un nom générique. L'important, c'est que les enfants en bénéficient, non ?» Michel détourna le sujet, essayant de cacher son implication. « Sans aucun doute. Yasmine, la petite fille du poème sur la vérité, était si heureuse quand elle a appris que nous aurions de nouveaux livres qu'elle a pleuré. Elle a dit qu'elle n'aurait plus besoin de changer d'école maintenant. » Hélène secoua la tête, émue. « Ce sont des moments comme celui-là qui me font croire que ça vaut la peine de continuer à lutter. » Ils continuèrent leur promenade en parlant de livres, de films, de musique, découvrant des affinités et des différences d'opinion. Michel fut surpris de rire sincèrement aux histoires d'Hélène, de partager des pensées qu'il exprimait rarement, de ressentir une liberté qu'il n'avait pas connue depuis des années. Lorsqu'ils arrivèrent à un petit lac au centre du parc, Hélène indiqua un banc vide. « Pouvons-nous nous reposer un peu ?» Michel acquiesça, positionnant le fauteuil roulant à côté du banc, où elle s'assit. Pendant un moment, ils restèrent dans un silence confortable, observant les canards qui nageaient tranquillement dans l'eau. « Michel, » commença Hélène avec une soudaine gravité dans la voix, « puis-je vous poser une question personnelle ?» Il sentit un serrement dans la poitrine, craignant qu'elle ait découvert sa supercherie. « Bien sûr. Votre handicap a-t-il vraiment été causé par un accident ?» Michel hésita, partagé, entre poursuivre le mensonge ou révéler une partie de la vérité. Il opta pour une voie intermédiaire. « Pourquoi cette question ?» Hélène détourna son regard vers le lac. « Je ne sais pas vraiment. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne me dites pas. La façon dont vous vous déplacez, dont vous manipulez le fauteuil, semble plus récente que ce que vous laissez entendre. » Le cœur de Michel s'accéléra. Hélène était plus observatrice qu'il ne l'avait anticipé. « C'est compliqué, » répondit-il finalement, sentant le poids de chaque mot. « Mais oui, ce fut un accident. Cela a changé ma perspective sur beaucoup de choses. » Hélène acquiesça sans insister davantage. « Nous avons tous nos secrets, nos histoires inachevées. Quand vous serez prêt à partager davantage, je serai là pour écouter. »
La simplicité de la réponse le désarma complètement. Il n'y avait pas de jugement, seulement de l'acceptation, quelque chose que Michel trouvait rarement dans son cercle social, où chaque faiblesse était potentiellement exploitée, chaque vulnérabilité analysée comme une opportunité d'affaires. Ils restèrent encore un moment dans le parc, la conversation revenant progressivement à des sujets plus légers. Quand le soleil commença à se coucher, Hélène regarda sa montre avec réticence. « Je dois partir. Madame Céline ne peut rester avec ma mère. » Que jusqu'à 6 heures. Michel acquiesça, ressentant une pointe de déception à la fin de leur rencontre. « Je peux appeler un taxi pour vous. »« Ce n'est pas nécessaire. J'habite à quelques pâtés de maison d'ici. La marche me fera du... » « Bien. » Elle hésita un moment. « C'était un après-midi merveilleux, Michel, merci. »« C'est moi qui vous remercie, » répondit-il sincèrement. « Pouvons-nous nous revoir ?» Hélène sourit. « J'aimerais beaucoup. J'ai quelques engagements cette semaine avec des réunions à l'école, mais je suis libre vendredi soir. Nous pourrions voir un film au cinéma du centre commercial. Rien de très sophistiqué, mais il diffuse des classiques restaurés. Ce serait parfait, répondit Michel, plus enthousiaste qu'il ne voulait le montrer. Ils se dirent au revoir avec une étreinte rapide, mais chargée d'une intimité croissante. Michel observa Hélène s'éloigner par le chemin bordé d'arbres, ressentant un mélange confus d'émotions. Bonheur pour le temps partagé, culpabilité pour le mensonge maintenu, et une terreur croissante face à l'inévitable révélation qu'il devrait faire à un moment donné. Quand elle disparut de Feves, il prit son téléphone et appela Roger. « Vous pouvez venir me chercher. Je suis à l'entrée est du parc municipal. » En attendant, il réfléchit aux dernières rencontres avec Hélène. Il devenait de plus en plus difficile de maintenir la farce, non seulement à cause du mensonge, en soi, mais parce qu'il sentait qu'en la trompant, il perdait la chance d'une connexion authentique, quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années. Dans son luxueux penthouse, ce soir-là, assis dans son bureau privé avec vue sur la ville, Michel révisait des contrats de plusieurs millions, tandis que ses pensées revenaient sans cesse à une professeure d'école publique qui gagnait probablement 1/20 de ce qu'il payait, annuellement rien qu'en impôts. Son téléphone sonna, le numéro privé, utilisé uniquement par sa sœur et les principaux dirigeants du groupe. « Michel Château », répondit-il automatiquement. « Michel, c'est Lucie. » La voix de sa sœur semblait fatiguée, malgré le décalage horaire entre la France et Londres. « Nous devons parler de l'acquisition de la chaîne hôtelière. Les Anglais hésitent face aux clauses de gouvernance. »« Nous avons déjà revu tout cela la semaine dernière, Lucie. Qu'est-ce qui a changé ?» La conversation suivit, technique et froide, comme l'étaient toutes les interactions avec sa sœur ces dernières années. Depuis la mort de leurs parents, tous deux s'étaient consacrés presque exclusivement aux affaires, transformant la déjà puissante Château-Entreprise en un conglomérat international. Dans le processus, le peu de relations familiales qu'ils avaient s'était presque complètement détérioré. En raccrochant, Michel se retrouva à contempler une vieille photographie sur son bureau, lui à 10 ans, Lucie à 8, les parents souriants en arrière-plan. L'image d'une famille qui en surface semblait parfaite, mais qui avait toujours été marquée par des absences, des exigences, des attentes écrasantes. Son téléphone vibra avec un message. C'était Hélène, le remerciant à nouveau pour l'agréable journée et confirmant le cinéma vendredi. La simplicité de ce message, sans jeu, sans arrière-pensée, le fit sourire involontairement. Michel se trouva face à un dilemme croissant. Chaque rencontre avec Hélène lui donnait envie de révéler la vérité, de montrer qui il était vraiment. Mais la peur du rejet, non pas parce qu'il était handicapé, mais parce qu'il était qui il était vraiment, le paralysait. Et plus le temps passait, plus il devenait difficile d'avouer la supercherie. « Dans quel jeu dangereux t'es-tu encore embarqué, Michel ?» murmura-t-il pour lui-même, regardant la ville illuminée en contrebas, aussi distante que son vrai moi semblait, l'être de sa propre vie. La réunion au siège de Château-Entreprise durait déjà depuis 3 heures. Autour de l'imposante table en acajou, des cadres supérieurs présentèrent des rapports, des projections et des stratégies pour l'acquisition d'un réseau d'hôpitaux privés. Michel, assis en bout de table, écoutait attentivement chaque mot, prenant des notes occasionnelles sur sa tablette. « Et avec cela, Monsieur Château, nous prévoyons un retour sur investissement dans environ 4 ans, avec une marge d'erreur de 8%. Le directeur financier, Maurice Almeida,
conclut sa présentation, avec un sourire confiant. L'acquisition du réseau Santé Intégré représentera une augmentation de 22% du chiffre d'affaires annuel du groupe. Michel observa les visages anxieux autour de lui. 12 hommes et 3 femmes, tous impeccablement vêtus, attendant sa décision. Un empire de 30 milliards d'euros dépendant de son verdict. Les hôpitaux du réseau desservent principalement quelle classe sociale? Demanda-t-il brusquement. La question prit tout le monde par surprise. Normalement, ses préoccupations tournaient autour de la rentabilité, de l'évolutivité et du positionnement sur le marché. Classes A et B, monsieur, répondit Maurice, consultant rapidement ses notes. Environ 85% des patients ont des assurances santé premium ou payent directement pour les services. Michel acquiesça pensif. Et les hôpitaux dans les régions moins privilégiées, en particulier dans le secteur est de la ville? Un silence inconfortable s'empara de la salle. Ce fut Lucie, assise à sa droite, qui répondit finalement. Le réseau n'a pas d'unité dans le secteur Est, Michel. Le plan est de consolider d'abord la présence dans les quartiers aisés, et peut-être à l'avenir, d'envisager une expansion vers d'autres zones. Michel contempla l'information pendant quelques instants. Le secteur est où se trouvait l'école d'Hélène, où elle vivait, où sa vie simple se déroulait. « Je veux une réévaluation complète du plan d'affaires », annonça-t-il finalement. Avec l'inclusion obligatoire d'au moins 2 unités hospitalières dans le secteur Est, dont l'une sera un centre pédiatrique complet. Refaites les projections en considérant un service partiellement subventionné pour la population à faible revenu. Les cadres échangèrent des regards confus. Lucie fronça les sourcils, clairement mal à l'aise avec ce changement d'orientation. « Michel, cela va complètement modifier le modèle financier, argumenta-t-elle. Le rendement serait reporté d'au moins 2 ans, sans compter la réduction significative de la marge bénéficiaire. »« J'en suis conscient, » répondit-il calmement. « Je ne demande pas votre avis, je donne une directive. Si Château Entreprise entre dans le secteur de la santé, ce ne sera pas exclusivement pour servir ceux qui ont déjà accès à tout. » La réunion s'acheva peu après, les cadres visiblement mal à l'aise rassemblant leurs documents. Seule, Lucie resta dans la salle, attendant que tous partent pour confronter son frère. « Qu'est-ce que c'était que ça ?» demanda-t-elle dès que la porte se ferma. « Depuis quand sommes-nous devenus une institution caritative ?» Michel soupira, passant la main dans ses cheveux. « Ce n'est pas de la charité, Lucie. C'est de la responsabilité sociale. C'est penser au-delà du prochain rapport trimestriel. Cela a-t-il un rapport avec tes mystérieuses disparitions, c'est le CRA ?»« Week-end. » La voix de sa sœur contenait un mélange d'irritation et d'inquiétude sincère. « Roger m'a dit qu'il te déposait dans des endroits aléatoires de la ville, avec l'ordre express de ne pas t'attendre. » Michel ressentit une pointe d'irritation. « Maintenant tu surveilles mes mouvements? Tu as engagé mon chauffeur comme espion. Ne sois pas ridicule. Roger m'a contacté, inquiet, pensant que tu pourrais avoir des problèmes. Et ne change pas de sujet. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Michel ?» Il envisagea de lui dire la vérité sur Hélène, sur les rendez-vous, sur comment être avec quelqu'un qui le voyait comme une personne ordinaire, pas comme Michel Château, le milliardaire, changer sa perspective. Mais les mots ne vinrent pas. Je réévalue simplement les priorités, Lucie, rien de plus. Elle l'étudia d'un œil sceptique, si semblable à celui de leur défunte mère. Tu sais que tu peux me faire confiance, n'est-ce pas? Malgré nos divergences, nous sommes une famille. Le mot « famille » résonna de façon étrange. Que signifiait-il exactement pour eux? Des réunions annuelles obligatoires à Noël, des rencontres formelles en salle de conseil? La dynastie Château avait échangé les liens affectifs contre des liens commerciaux depuis si longtemps que Michel se souvenait à peine de la dernière fois qu'il avait eu une conversation vraiment personnelle avec sa sœur. « Je le sais, » répondit-il finalement. « Et j'apprécie ton inquiétude, mais je vais bien vraiment. » Lucie acquiesça sans paraître convaincue. « Sois juste prudent, Michel. Tu contrôles un empire. Des gens dépendent de tes décisions. Tu ne peux pas te permettre de distraction sentimentale. » Quand elle sortit, Michel resta immobile, contemplant les paroles de sa sœur. Distraction sentimentale. C'était ainsi que sa famille avait toujours considéré les relations personnelles, comme des écarts gênants du véritable objectif, accumuler pouvoir et richesse. Il prit son téléphone, vérifiant les messages.
Hélène avait envoyé une photo de l'affiche du cinéma avec les films du Festival de classiques, lui demandant lequel il préférait voir vendredi. Un geste simple, quotidien, le type d'interaction que des personnes normales avaient tous les jours. Il sourit, répondant qu'il faisait confiance à son choix. Puis il rangea l'appareil et retourna à son bureau où une pile de rapports attendait son attention. Le contraste entre les deux mondes qu'il habitait n'avait jamais été aussi frappant. Le cinéma du centre commercial était modeste comparé aux salles VIP que Michel fréquentait habituellement. Fauteuils simples, pop-corn sans option gastronomique, soda dans des gobelets en papier, et, pourtant assis à côté d'Hélène, il ressentait une satisfaction qu'il éprouvait rarement dans des environnements luxueux. « Casablanca est mon film préféré », commenta-t-elle, tandis que les lumières baissaient. « J'espère que ça vous plaira. » Michel sourit. « En fait, je ne l'ai jamais vu. J'en ai bien sûr entendu parler, mais... » Hélène le regarda avec une surprise sincère. « Vraiment? Un classique absolu? Et vous ne l'avez jamais vu? Eh bien, je suis honoré de vous le présenter. » Le film commença, et Michel se retrouva rapidement absorbé par l'histoire de Rick et Ilsa. La simplicité technique compensée par des performances magnétiques, des dialogues incisifs et une histoire d'amour impossible. Occasionnellement, il regardait le profil d'Hélène dans la pénombre, observant ses réactions aux scènes, le sourire dans les moments d'humour, les yeux humides dans les moments d'émotion. À un certain moment, sans réfléchir, Michel tendit la main et toucha la sienne. Hélène entrelaça ses doigts aux siens avec naturel, comme si c'était un geste répété depuis des années. Ils restèrent ainsi pour le reste du film, connectés par ce simple contact. Quand les lumières se rallumèrent, Hélène avait les larmes aux yeux. « Peu importe combien de fois je le regarde, je suis toujours ému à la fin. C'est vraiment extraordinaire, » convint Michel, sincèrement impressionné. Le choix de Rick, sacrifier son bonheur personnel pour le bien commun. « Exactement. » Hélène s'anima. « Il s'agit de faire ce qui est juste, même quand cela coûte tout ce que vous désirez le plus. » Ils sortirent de la salle, discutant encore avec animation du film. Dans le hall du cinéma, Michel suggéra « Pouvons-nous prendre quelque chose? Il y a un café ici dans le centre commercial qui semble agréable. » Hélène accepta, et bientôt ils étaient assis à une table discrète, elle avec un thé à la menthe, lui avec un expresso. La conversation dériva naturellement vers d'autres films, livres, passant par la musique et finalement arrivant à des sujets plus personnels. « Alors, vous n'avez jamais voulu faire quelque chose de différent ?» demanda Hélène. « Au-delà du travail administratif, je veux dire. » La question prit Michel au dépourvu. Dans son récit fictif, il n'était qu'un employé de niveau intermédiaire dans une entreprise quelconque. « En fait, j'ai toujours eu un intérêt pour les projets sociaux, » répondit-il, se rapprochant un peu de la vérité. « Je crois que les entreprises ont une responsabilité qui va au-delà du profit. » Hélène sourit. « C'est rare de nos jours. La plupart des sociétés semblent uniquement préoccupées par les chiffres à la fin du trimestre. Comme Château Entreprise, par exemple, provoqua Michel, curieux d'entendre son opinion sur son propre empire. Eh bien, c'est l'une des plus grandes, n'est-ce pas? Je n'ai jamais compris comment une seule famille peut accumuler tant de richesses alors qu'il y a tant de besoins autour. » Hélène fit une pause semblant reconsidérer. « Désolé, cela semblait plus critique que je ne le voulais. En fait, j'ai lu récemment qu'il prévoyait de construire des hôpitaux dans des zones moins privilégiées. Si c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction. » Michel ressentit une étrange satisfaction en entendant que les nouvelles concernant son récent changement d'orientation étaient déjà parvenues jusqu'à elle. « On dirait que vous n'êtes pas très fan des ultra-riches. » Hélène rit doucement. « Ce n'est pas une question de ne pas les aimer personnellement. Je trouve simplement qu'il existe un déséquilibre fondamental quand certains ont tant et d'autres si peu. Mais enfin, elle toucha légèrement sa main sur la table. Ne gâchons pas notre soirée à parler de milliardaires, d'accord ? L'ironie de la situation n'échappa pas à Michel. Combien différent serait ce moment si elle savait qui il était vraiment? Cette pensée le dérangeait profondément. « Hélène, commença-t-il hésitant, et si je n'étais pas exactement qui vous pensez que je suis ?» Elle inclina la tête, curieuse. « Comment ça ?» Michel sentit son cœur s'accélérer. Était-ce le moment de tout révéler? Ici, dans un café de centre commercial, il pesa rapidement les conséquences. Je veux dire,
Et si ma vie était plus compliquée qu'elle ne le paraît? Hélène l'observa attentivement, ses yeux perspicaces semblant voir au-delà des mots. Michel, nous avons tous des complications, des parties de nous que nous ne montrons pas immédiatement. S'il y a quelque chose de spécifique que vous voulez, me dire, je suis là pour écouter. Mais ne vous sentez pas obligé de révéler quoi que ce soit pour lequel vous n'êtes pas prêt. Sa réponse équilibrée, sans jugement anticipé, ne fit que renforcer à quel point Michel tombait amoureux d'elle, et combien il craignait de perdre ce qu'il construisait. « Merci pour ça, dit-il finalement. Je promets qu'un jour, j'expliquerai tout. J'ai juste besoin de trouver le bon moment, elle. » Acquiesça sans insister davantage. Ils passèrent à des sujets plus légers, et bientôt ils riaient à nouveau. Quand le centre commercial commença à fermer, Michel s'offrit pour l'accompagner chez elle. « Aujourd'hui, je suis venu en voiture, » expliqua-t-elle. « Je peux vous déposer à votre appartement. » Michel hésita. Son adresse fictive se trouvait dans un quartier de classe moyenne, très loin du luxueux penthouse où il vivait réellement. Mais refuser sans bonne raison semblerait étrange. « Ce serait parfait, » répondit-il, résigné à prolonger le mensonge pour une nuit de plus. La voiture d'Hélène était un modèle compact d'au moins 10 ans, bien entretenu, mais avec des signes évidents d'âge, revêtements usés, quelques égratignures sur la peinture. Michel plia le fauteuil roulant, le rangeant dans le coffre avec son aide, se sentant de plus en plus mal à l'aise avec cette farce. Pendant le trajet, Hélène raconta des histoires sur le quartier où elle avait grandi, sur sa mère avant la maladie, sur ses rêves de jeunesse. Michel l'écoutait avec une fascination sincère, imaginant ce qu'aurait été grandir dans un environnement où les relations importaient plus que les acquisitions, où la valeur des gens n'était pas mesurée en chiffres. Lorsqu'ils arrivèrent à l'adresse que Michel avait fournie, un immeuble résidentiel de classe moyenne, Hélène se gara et se tourna vers lui. « C'était une soirée merveilleuse, » dit-elle, avec un doux sourire. « Vraiment merveilleuse, » acquiesça Michel, ressentant un mélange de joie pour le temps partagé et de culpabilité pour le mensonge maintenu. Il y eut un moment de silence chargé d'attente. Puis, avec naturel, Hélène se pencha et l'embrassa. Un baiser bref, délicat, mais plein de promesses. Quand elle s'éloigna, ses yeux brillaient. « À la prochaine, Michel !» Il sortit de la voiture, prit le fauteuil roulant et fit un signe de la main tandis qu'elle partait. Dès que le véhicule tourna au coin de la rue, il prit son téléphone et appela Roger. « Vous pouvez venir me chercher. Je suis rue des Acacias, numéro 278. » En attendant, Michel contemplait la complication croissante dans laquelle il s'était mis. Il était amoureux. Il n'y avait pas d'autre mot pour décrire ce qu'il ressentait. Et chaque jour rendait plus difficile de révéler la vérité sans détruire tout ce qu'il construisait. De retour dans son penthouse, il trouva Lucie, assise dans le salon avec une expression grave. « Que fais-tu ici si tard ?» demanda-t-il, surpris par la présence de sa sœur. « Nous devons parler, » répondit-elle, se levant, « de tes mystérieuses promenades, de ton changement de comportement et, principalement, elle fit une pause dramatique, d'Hélène Forestier, professeure à l'école municipale Jean-Paul Sartre. Michel sentit son sang se glacer dans ses veines. « Comment as-tu, s'il te plaît, Michel? Tu as vraiment pensé que tu pourrais mener une double vie sans que je le découvre? La question est, qu'espères-tu avec cette farce absurde? Et plus important, ses yeux durcirent. As-tu une idée du risque que tu prends? Du risque que tu imposes à toute la famille Château? » Pour la première fois depuis longtemps, Michel se retrouva sans réponse. Le masque qu'il avait créé pour trouver quelque chose d'authentique menaçait de s'effondrer, exposant non seulement le mensonge raconté à Hélène, mais la vérité sur lui-même qu'il commençait à peine à comprendre. « Alors tu m'as fait suivre. » Michel abandonna le fauteuil roulant dans un coin du salon et marcha jusqu'au bar, se servant un whisky pur. « Tu as engagé quelqu'un pour me suivre ou simplement soudoyer Roger pour obtenir plus de détails ?» Lucie observa son frère avec un mélange d'irritation et d'inquiétude. « Ne sois pas mélodramatique. Roger a simplement mentionné tes étranges sorties. Le reste était une simple déduction et quelques ressources de l'entreprise. Ce n'est pas difficile de découvrir qui tu vois quand tu fréquentes des lieux publics. Et quel est exactement le crime que j'ai commis? Rencontrer quelqu'un en dehors de notre cercle social? M'intéresser à une femme qui n'apparaît pas dans les colonnes mondaines? » Michel prit une gorgée de son verre,
sentant le liquide ambré brûler sa gorge. Le crime et le mensonge, Michel, cette farce ridicule. Lucie pointa vers le fauteuil roulant abandonné. Prétendre être handicapé? Inventer une fausse identité? Dans quel univers cela semble-t-il être une bonne idée? Michel marcha jusqu'à la grande fenêtre, contemplant la ville illuminée en contrebas. Du haut de son penthouse, le reste du monde semblait minuscule, distant, exactement comme il s'était senti toute sa vie. « Tu ne comprendrais pas, » murmura-t-il. « Essaie de m'expliquer, » défia Lucie, sa voix s'adoucissant légèrement. « Parce que, sincèrement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon frère, l'un des hommes les plus puissants du pays, a besoin de prétendre être quelqu'un d'autre pour avoir une relation avec une professeure d'école publique. » Michel se tourna pour lui faire face. « As-tu déjà pensé à ce que c'est d'être Michel Château? Comment c'est de ne jamais savoir si les gens sont avec toi pour qui tu es ou pour ce que tu as? Comment? C'est de vivre entouré de personnes qui sont d'accord avec tout ce que tu dis, parce qu'elles ont peur de perdre ta faveur. S'il te plaît, » Lucie leva les yeux au ciel. « Épargne-moi le drame du milliardaire solitaire. Nous avons tous nos fardeaux. Et quel est-ce le tien, Lucie? La pression de dépenser toute ta fortune. La difficulté de choisir entre Paris et Milan pour le prochain week-end. » Les mots frappèrent Lucie comme une gifle. Son expression durcit. « Tu n'as vraiment aucune idée, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de ce que signifie être une femme dans ce monde que nous avons hérité. Du scrutin constant, des doutes. Sur ma compétence, des portes qui se ferment même avec tout l'argent que nous avons. » Elle respira profondément, retrouvant sa composition. « Mais nous ne parlons pas de moi. Nous parlons de ton mensonge élaboré. Que penses-tu qu'il se passera quand elle découvrira? Et elle va découvrir, Michel. Les vérités finissent toujours par émerger. » La question plana dans l'air, lourde et inévitable. Michel retourna regarder la ville, comme s'il pouvait trouver la réponse dans le paysage urbain. « Je vais lui dire, » affirma-t-il finalement. « J'attends juste le bon moment. » Et quand serait ce moment magique? Après qu'elle soit complètement amoureuse. Après que tu l'aies convaincue à quel point tu es différent des autres riches. Ou après que les tabloïds découvrent et publient tout, l'humiliant publiquement? Michel sentit une vague de colère. « Tu crois que je n'y ai pas pensé? Que je ne me soucie pas de comment cela affectera Hélène? C'est exactement parce que je tiens à elle que j'hésite. Si tu tenais vraiment à elle, tu n'aurais jamais commencé cette farce, » répliqua Lucie, implacable. « Tu aurais été honnête dès le début. Pourquoi faire? Pour qu'elle me juge avant même de me connaître? Pour me réduire à un stéréotype, à un titre de magazine? » Michel secoua la tête. « Pendant quelques semaines de ma vie, j'ai voulu être simplement une personne. Pas un nom de famille, pas un compte bancaire. Juste moi. » Lucie l'observa silencieusement pendant quelques instants, son expression s'adoucissant. « C'est plus qu'une aventure, n'est-ce pas? Tu es vraiment amoureux de cette femme. » Ce n'était pas une question, mais Michel acquiesça quand même. « Elle me voit, Lucie. Pas ce que j'ai, pas ce que je peux offrir, simplement... Me vois ?» Sa sœur soupira, s'approchant pour se servir une dose de la même boisson. « Et qu'envisages-tu exactement pour l'avenir? Tu vas continuer avec cette double identité indéfiniment? Tu vas la présenter à la famille comme ta petite amie qui croit que tu es un employé administratif de classe moyenne? Ou tu vas éventuellement tout révéler et espérer qu'elle comprenne et pardonne ton mensonge? » Chaque question était comme un poignard, exposant les contradictions et les impossibilités de la situation que Michel avait créée. « Je ne sais pas, » admit-il finalement, la vulnérabilité dans sa voix le surprenant lui-même. « Je sais, seulement qu'avec elle, je me sens réel, pour la première fois depuis longtemps. » Lucie prit une longue gorgée de sa boisson, considérant les paroles de son frère. « Tu sais que je ne peux pas approuver cela. C'est imprudent, risqué et potentiellement destructeur pour toi, pour elle et pour notre entreprise. Je ne demande pas ton approbation. Non, tu ignores simplement des décennies de positionnement familial et d'entreprise soigneux pour vivre une fantaisie romantique. » Lucie soupira profondément. « Mais je sais aussi que je ne peux pas t'empêcher. Promets-moi juste d'être prudent et que tu ne laisseras pas cela affecter l'entreprise. » Michel ressentit une soudaine vague d'affection pour sa sœur. Malgré leurs différences, elle se souciait encore sincèrement de son bien-être. « Je promets, » répondit-il doucement. « Et merci de ne pas me juger encore plus durement. » Lucie termina sa boisson et posa le verre sur la table. « Ne me remercie pas encore.
Si cette histoire explose dans les médias et affecte nos actions, tu souhaiteras que j'ai été seulement plus dur avec toi. » Elle marcha vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. « Et Michel? Dis-lui la vérité, bientôt, parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un le fera certainement. Et ce ne sera pas gentil. » Sur ces mots, elle quitta l'appartement, laissant Michel seul avec ses pensées conflictuelles et la certitude croissante que son mensonge était devenu une bombe à retardement. Le petit café dans le centre historique. De la ville était le genre d'endroit que Michel n'aurait jamais fréquenté dans sa vie normale. Murs de briques apparentes, tables en bois rustique, barista avec tatouages et piercing. Mais assis là, attendant. Hélène, par un mercredi après-midi, il se sentit étrangement chez lui. Ils avaient convenu de se rencontrer pendant la pause entre ses cours, juste une demi-heure pour un café rapide. C'était peu de temps, mais Michel commençait à valoriser chaque minute en sa compagnie. Hélène arriva quelques minutes en retard, pressée et légèrement essoufflée. « Désolé, la réunion avec la coordination s'est prolongée. »« Pas de problème, » sourit Michel, poussant vers elle une tasse. « Fumante. J'ai commandé votre préféré, cappuccino avec cannelle supplémentaire, sans sucre. » Hélène sembla sincèrement touchée par le geste. « Vous vous en êtes souvenu. »« Je me souviens de tout ce qui vous concerne, » répondit-il, surpris par sa propre sincérité. Elle sourit, prenant une gorgée de la boisson. « Comment s'est passée votre journée ?» Michel hésita. Sa journée réelle avait commencé par une visioconférence avec des investisseurs chinois, suivie d'une réunion tendue sur l'acquisition des hôpitaux, puis un déjeuner avec le maire de la ville pour discuter des incitations fiscales. Rien de tout cela ne correspondait à son identité fictive. Comme d'habitude, beaucoup de feuilles de calcul, quelques réunions ennuyeuses. Et la vôtre ? Intense. Nous préparons la foire des sciences semestrielles. Les élèves sont très enthousiastes avec les nouvelles ressources. Ses yeux brillèrent. Vous savez ce don anonyme que j'ai mentionné? Il a complètement transformé nos possibilités. Yasmine développe un projet sur l'énergie solaire qui n'aurait jamais été possible sans les nouveaux équipements. Michel ressentit une vague de satisfaction sincère. C'est merveilleux. Ça doit être gratifiant de voir l'impact direct sur le développement des élèves. C'est la meilleure partie du travail, acquiesça Hélène. Voir un enfant découvrir quelque chose de nouveau, élargir ses horizons, il n'y a pas de meilleure sensation. Elle fit une pause, l'étudiant, avec curiosité. Aimez-vous votre travail, Michel? Je veux dire, vraiment. La question le prit au dépourvu. Aimait-il être PDG de Château Entreprise, contrôler un empire financier, prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies? C'est compliqué, répondit-il honnêtement. Il y a des aspects qui me satisfont intellectuellement. Résoudre des problèmes complexes, voir des stratégies fonctionner, mais il manque quelque chose. Quoi? Michel réfléchit. Un but peut-être, un sens réel, comme ce que vous trouvez en enseignant. Hélène acquiesça avec compréhension. Vous savez, il n'est jamais trop tard pour changer, pour trouver quelque chose qui résonne vraiment avec qui vous êtes. Vous changeriez, demanda-t-il, sincèrement curieux. Si vous pouviez faire n'importe quoi indépendamment des limitations financières ou pratiques, honnêtement, non. Elle sourit. Je continuerai à enseigner, peut-être dans des conditions différentes, plus de ressources, moins de bureaucratie, mais l'essence serait la même, j'ai découvert ma vocation. Michel ressentit une pointe d'envie. Hélène avait quelque chose que tout son argent n'avait pu acheter, la clarté de but, la satisfaction authentique dans le travail quotidien. J'ai beaucoup réfléchi dernièrement, confessa-t-il, sur les changements, sur ce qui compte vraiment. Ah, à cause de l'accident? Demanda doucement Hélène, faisant référence à l'histoire fictive qu'il avait racontée sur son prétendu handicap. Michel sentit le poids du mensonge, mais répondit « partiellement ». Des expériences comme celle-là vous font réévaluer les priorités. Hélène vérifia sa montre et soupira. « Je dois retourner dans 10 minutes. Les cours d'histoire de la 5e n'attendent personne. » Elle hésita puis continua. « Michel, j'organise un petit dîner samedi. Juste quelques amis proches, rien de formel. J'aimerais que vous veniez. » L'invitation le surprit. C'était un pas au-delà des rencontres isolées qu'ils avaient eues. C'était entrer dans son cercle social, rencontrer des personnes qui faisaient partie de sa vie.
Ce serait un honneur, répondit-il, ressentant simultanément enthousiasme et appréhension. Puis-je apporter quelque chose? Juste vous-même. Elle sourit, tendant la main pour toucher la sienne sur la table. Mes amis sont des gens simples, comme moi. Pas de formalité ou de prétention. L'ironie n'échappa pas à Michel. Des gens simples rencontrant l'homme derrière l'un des plus grands empires commerciaux du pays, sans avoir la moindre idée de qui il était vraiment. J'y serai, confirma-t-il, entrelaçant ses doigts aux siens. Quand Hélène partit quelques minutes plus tard, Michel resta dans le café observant l'animation dans la rue à travers la fenêtre. Des gens ordinaires vivant des vies ordinaires, quelque chose qu'il avait toujours observé à distance, comme un anthropologue étudiant, une culture étrangère. Son téléphone vibra. C'était un message de Lucie. Réunion d'urgence avec les Japonais. Nous avons besoin de toi à l'entreprise dans 30 minutes. La réalité qui l'appelait. Michel paya l'addition et sortit dans la rue ensoleillée où Roger l'attendait discrètement à un pâté de maison de distance. Pendant qu'il marchait, il se sentit divisé entre deux mondes. Celui qu'il avait construit depuis des années et celui qu'il avait découvert récemment. Tous deux réels, tous deux faisant partie de lui, mais apparemment impossibles à concilier. L'appartement d'Hélène était exactement comme Michel l'imaginait, accueillant, modeste et plein de personnalité. Des étagères remplies de livres, des plantes dans des pots colorés, des photographies encadrées au mur. Une maison qui avait été vécue, pas seulement décorée. Assis dans un fauteuil roulant emprunté à un ami, le sien aurait été visiblement trop propre pour quelqu'un. Supposément dépendant, Michel observait le petit groupe réuni dans le salon. En plus d'Hélène, il y avait 5 personnes. Un couple de professeurs de la même école, une infirmière amie d'enfance, un musicien local qui donnait des cours bénévoles aux enfants défavorisés, et Madame Céline, la voisine qui s'occupait occasionnellement de la mère d'Hélène. Sa mère était également présente, assise tranquillement dans un fauteuil dans le coin, participant occasionnellement à la conversation avec des commentaires décousus que tous intégraient gentiment. Au dialogue, Michel remarqua la patience et l'affection avec lesquelles Hélène traitait sa mère, ne la corrigeant jamais directement, trouvant toujours des moyens d'honorer sa participation, même quand elle était confuse. La nourriture était simple et délicieuse. Des lasagnes maison, une salade fraîche, du pain artisanal fait par Madame Céline. Le vin était modeste, servi dans des verres ordinaires, pas dans des flûtes en cristal. La conversation coulait naturellement, sans l'affectation ou les agendas cachés qui caractérisaient les événements sociaux que Michel fréquentait habituellement. Ils parlèrent de l'école, de politique locale, de livres récemment lus et de films vus. Quand le sujet inévitablement arriva à lui, Michel navigua soigneusement entre vérité et demi-vérité, maintenant son histoire fictive cohérente. « Et comment vous êtes-vous rencontrés » demanda Claire, l'infirmière, avec un intérêt sincère. Hélène sourit, regardant Michel avec affection. Il est apparu à l'école pour une conférence sur l'accessibilité. À la fin, nous avons dérivé vers une discussion sur Flaubert. Michel ressentit une vague d'affection en se rappelant cette première rencontre, la seule partie véridique de toute son histoire fabriquée. « C'était la meilleure conférence que j'ai jamais donnée », commenta-t-il, provoquant des rires. « Principalement parce que j'ai fini par être éduqué par une professeure passionnée qui a corrigé mes interprétations sur Madame Bovary. Hélène a toujours eu cette capacité, commenta Madame Céline avec un sourire maternel. Depuis petite, elle défendait ses idées bec et ongles. Son défunt père disait toujours qu'elle aurait dû être avocate. Il ne comprenait pas que je pouvais argumenter et enseigner en même temps, répondit Hélène avec un sourire nostalgique. La conversation continua, et Michel se trouva progressivement à se détendre, oubliant momentanément la farce qu'il soutenait. Il y avait une authenticité dans ce cercle d'amis qui l'attirait profondément. Des personnes qui se connaissaient depuis des années, qui partageaient des histoires et des souvenirs, qui se soutenaient mutuellement sans rien attendre en retour. À un moment donné, la mère d'Hélène se leva soudainement, semblant agitée. « Je dois rentrer à la maison. Joseph m'attend. » Hélène expliqua discrètement à Michel que Joseph était son père, décédé il y a plus d'une décennie. Avec une patience infinie, elle s'approcha de sa mère. « Maman, nous sommes à la maison. »
Joseph est en voyage, tu te souviens? Il te revient demain. La dame sembla confuse, mais accepta l'explication. Hélène suggéra qu'elle se repose un peu dans la chambre, et Madame Céline s'offrit gentiment pour l'accompagner. Quand elle revint au salon, Hélène semblait légèrement fatiguée, mais son sourire restait serein. « Désolé pour l'interruption. »« Vous n'avez pas à vous excuser, » répondit Michel, prenant sa main. « Vous êtes incroyable avec elle. » Le commentaire sembla toucher Hélène profondément. « Je fais de mon mieux. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. » La soirée se poursuivit, avec plus de conversations, de rires et finalement de la musique, quand Mathieu, le professeur de musique, prit une guitare et commença à jouer des chansons populaires que tous connaissaient. En observant Hélène, chanter avec ses amis, son visage illuminé par la joie simple de ce moment, Michel ressentit un serrement au cœur. Il était amoureux, complètement et irrémédiablement amoureux de cette femme qui vivait une vie si différente de la sienne, mais qui semblait combler un vide dont il ignorait l'existence jusqu'à ce qu'il la rencontre. Et avec cette réalisation vint une certitude douloureuse. Il ne pouvait pas continuer avec le mensonge. Il devait dire la vérité, même si cela signifiait perdre tout ce qu'il construisait. Quand la soirée toucha à sa fin et que les invités commencèrent à prendre congé, Michel se retrouva seul avec Hélène dans la petite cuisine, l'aidant à ranger les dernières vaisselles. « Vos amis sont merveilleux », commenta-t-il, tandis qu'elle rangeait les assiettes propres. « Ils vous ont beaucoup apprécié aussi », répondit Hélène, s'approchant pour un bref baiser. « Surtout Madame Céline. Elle a dit que vous aviez de bons yeux. » Michel sourit, se sentant simultanément honoré et coupable. « Hélène, nous devons parler. Il y a quelque chose d'important que je dois vous dire. » Elle l'observa, percevant le sérieux dans sa voix. « Ça semble grave. Qu'y a-t-il » Michel respira profondément, se préparant à tout révéler. Sa véritable identité, le mensonge sur le handicap, ses raisons pour cette farce. C'était le bon moment, dans un environnement intime, loin des regards indiscrets. Mais avant qu'il ne puisse commencer, le téléphone portable d'Hélène sonna. Elle regarda l'écran avec inquiétude. « C'est l'hôpital. Ma mère y est patiente, ils ont mon numéro pour les urgences. » Elle répondit rapidement. « Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Quand ?» Son visage pâlit visiblement. « J'arrive tout de suite. » Quand elle raccrocha, ses yeux étaient humides. « C'est la mère d'une de mes élèves, Yasmine. Elle a eu un grave accident. La petite est seule à l'hôpital, sans proches parents en ville. Elle commença à prendre son sac et ses clés, des mouvements pressés. « Je dois y aller. » Michel acquiesça, comprenant l'urgence. « Bien sûr, je peux venir avec vous. » Hélène hésita brièvement. « Vous êtes sûr? Ça peut être une longue nuit. »« Absolument. Vous ne devriez pas affronter cela seule. » Elle sourit, reconnaissante malgré l'inquiétude évidente. « Que vouliez-vous me dire ?» Michel la regarda, déterminé même au milieu de la crise, priorisant le bien-être d'une élève avant tout. Sa révélation devrait attendre. « Ça peut attendre, » répondit-il. « Maintenant, allons à l'hôpital. » Tandis qu'il quittait l'appartement, Michel sentit le poids de la vérité non révélée, mais aussi la certitude qu'il faisait le bon choix à ce moment-là. Certaines vérités, aussi importantes soient-elles, devaient trouver leur moment approprié. La vérité finit par éclater dans le penthouse de Michel 3 jours après l'incident à l'hôpital. Non par son choix, mais par un cruel coup du sort. Hélène arriva ponctuellement à 7 heures, comme convenu. Le gardien la conduisit par l'ascenseur privé directement au penthouse, selon les instructions de Michel. Il avait planifié chaque détail. Le dîner préparé par le chef privé, congédié juste après la finalisation du menu, les fleurs, l'éclairage tamisé, la vue spectaculaire sur la ville. Ce serait le cadre de sa confession. « Michel, où sommes-nous exactement ?» demanda Hélène en entrant, regardant émerveillé l'appartement luxueux qui occupait tout le dernier étage de l'immeuble le plus exclusif de la ville. Il l'attendait, ça debout, sans le fauteuil roulant, vêtu d'un costume décontracté qui trahissait néanmoins sa véritable condition financière. « Ma maison », répondit-il simplement. « La vraie. » Hélène le fixa du regard, la confusion cédant la place à la compréhension, puis finalement à l'incrédulité. « Vous pouvez marcher. Ce n'était pas une question. Oui, et c'est ma maison.
Et mon nom est vraiment Michel, mais je ne suis pas un simple employé administratif. Il respira profondément. Je suis Michel Château, PDG du groupe Château. L'énoncé silence qui suivit fut dense, étouffant. Hélène fit quelques pas en arrière, comme si elle avait besoin d'une distance physique pour traiter l'information. « Pourquoi » Sa voix sortit presque dans un murmure. « Pourquoi tout ce mensonge ?» Michel avait répété cette conversation d'innombrables fois, mais tous les mots soigneusement préparés semblaient inadéquats maintenant. Au début, c'était une impulsion. Après la conférence, je voulais juste quelques moments de normalité, sans le poids de mon nom et de mon patrimoine influençant la façon dont les gens me voient. Et après, des semaines de mensonges élaborés, la farce du fauteuil roulant, la voix d'Hélène tremblait d'indignation contenue. C'était de plus en plus difficile de dire la vérité. Plus je vous connaissais, plus je craignais de vous perdre quand vous découvririez qui je suis réellement. Hélène marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant la vue panoramique de la ville, une perspective qui rendait évidente la distance entre leurs mondes. Le don pour l'école. Elle se retourna soudainement. C'était vous, n'est-ce pas? Tout cet argent, les équipements? Michel acquiesça. Oui, je voulais faire quelque chose de significatif, quelque chose qui comptait pour vous. Alors, en plus de me tromper, vous avez essayé de m'acheter, d'acheter mon école, mes élèves? Non, ce n'était pas comme ça. Michel s'approcha, mais Hélène recula. C'était sincère, je voulais aider. Comment? Puis-je croire quoi que ce soit que vous dites maintenant? Hélène secoua la tête, des larmes dans les yeux. Chaque moment que nous avons partagé était basé sur un mensonge. Chaque conversation, chaque confidence. Mes sentiments pour vous ont toujours été vrais, insista Michel, désespéré. C'est la seule chose authentique dans ma vie depuis longtemps. Je ne sais même pas qui vous êtes. Je suis exactement la personne que vous avez connue. Juste avec un compte bancaire différent et sans handicap, tout ce dont nous avons discuté, tout ce que nous avons partagé, c'était réel. Hélène le regarda longuement, la déception évidente dans son regard. Vous ne comprenez vraiment pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas à propos de votre fortune ou de votre statut, c'est une question de confiance. Elle prit son sac. Je dois partir. Ne me suivez pas, s'il vous plaît. Hélène, attendez, nous pouvons en parler. Mais elle était déjà dans l'ascenseur, les portes se fermant entre eux, une métaphore, parfaite pour l'abîme que son mensonge avait créé. Michel resta immobile, sentant le poids de ses choix. Le dîner refroidissait intact. Les bougies fondaient lentement. La ville continuait sa danse de lumières en dessous, indifférente au drame qui se déroulait au sommet de l'immeuble. Son téléphone sonna. C'était Lucie. « Comment ça s'est passé ?» demanda sa sœur. « C'est fini, » répondit-il simplement. Elle est partie. Il y eut un moment de silence de l'autre côté de la ligne. « Je suis désolé, Michel. Vraiment. » Elle avait raison de partir. J'ai tout construit sur un mensonge. Et maintenant, Michel contempla la ville en contrebas, se sentant plus seul que jamais au sommet de son empire de verre et d'acier. Maintenant, je crois que j'ai enfin compris le coût réel de la vérité et du mensonge. L'histoire de Michel et Hélène se termine ici dans cet épisode, mais comme toute bonne narration sur les vérités et les mensonges, il y a toujours plus de couches à explorer. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où vous avez dû choisir entre un mensonge confortable et une vérité douloureuse? Pour continuer à naviguer dans cet univers d'histoire qui explore les dilemmes contemporains, n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne. Chaque semaine, nous apportons de nouvelles narrations qui, comme Aimer au temps du capitalisme, invitent à la réflexion sur qui nous sommes et ce que nous valorisons vraiment. Laissez votre j'aime si cette histoire a touché votre cœur et partagez vos impressions dans les commentaires. Nous voulons savoir, croyez-vous que Michel a encore une chance de reconquérir la confiance d'Hélène? L'amour peut-il survivre à un mensonge de cette ampleur? Pour ceux qui souhaitent plus de contenu similaire, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires de rencontres improbables et de connexions qui défient les attentes sociales. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Après tout, comme Michel l'a découvert à ses